Ça a commencé. Il va progresser ici. Ok, ça marche. Il y a un nouveau aujourd'hui là. Il y a Philippe, il n'était pas là hier. C'est Georges, monsieur. C'est Georges qui avait hier Philippe. Mais il n'était pas là hier. Non. Non, monsieur, on n'avait pas. En ligne, on n'a pas défilé tous les noms. Mais il n'était pas là hier. J'ai vu le nom de tous ceux qui étaient là. Georges. Il y a Philippe. Je ne sais pas si ça s'appelle Yao Philippe. Oui. Georges, tu t'es connecté et tu es absent, c'est ça? Mais est-ce que c'est ça? Logo, tu m'entends? Oui, allô, oui, professeur, je vous entends. Ça marche. C'était juste pour vérifier que en ligne, ça passait. Ok. Arrête tout. Pas de souci. Donc, on va poursuivre notre. Notre leçon d'hier. Aujourd'hui, on a la leçon 3. Il y avait une légère confusion dès le départ avec la gestion des ressources. Pardon. La protection et la préservation des ressources naturelles. Mais ça, c'est plutôt un autre point. Donc, on a vu les deux premières leçons hier. Dans les passes rapidement sur ces trucs-là. Heureusement qu'ils ne sont pas venus fouiller dedans. Sinon, tout est dedans. Ouais, toutes les réponses sont dedans. On n'a pas la même sur problème. Donc, les deux premières leçons, je vais carrément au sommaire. Voilà. Les deux premières leçons qu'on a vues hier, c'était plutôt la gestion des projets tropicales avant le concept de gestion durable. On a un peu vu comment est-ce que tout ce projets était géré avant les années d'indépendance, c'est-à-dire lorsque les colons avaient encore la mainmise, après les indépendances. Voilà. Alors que les vrais problèmes ont commencé quand les colons se sont d'abord mis dans cette bataille-là, où les prélèvements étaient à but commercial. Donc, sur les grandes quantités qui étaient préservées, très tôt, il y a eu certaines forêts qui ont été réservées déjà. Donc, et puis après, notre administration a pris du pas. On a vu après ce que ça donnait avec tout ce qu'il avait comme défaillance, j'allais dire dysfonctionnement de l'administration forestière, qui a donné ce que ça peut donner maintenant. Et la leçon 2, c'était le développement la notion de développement durable et puis sa déclinaison forestière. Ça dit comment le développement durable, ça va arriver à la gestion durable des ressources végétales. Avec les différents accords de Kyoto et tout le reste. Et aujourd'hui, on verra la leçon 3 et 4. La 3 va parler de la gestion durable des forêts et puis son institutionnalisation. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a défini, il faudrait qu'on puisse l'institutionnaliser. C'est-à-dire que les institutions des différents pays prennent cela en charge à prendre des textes ou bien ratifier des textes qui sont connus au niveau international et puis voir cette histoire de gestion durable d'un même œil. Et puis la leçon 4 qui va parler de gestion durable et puis les panoramas, c'est-à-dire tout ce qui est prescrit comme dispositif de gestion. Voilà, donc ça sera les deux petites leçons d'aujourd'hui et puis on mettra un thème à ça. Quelqu'un avait copié ça là. Les activités qui vont avec la live, on prend tout et puis on n'a pas vu. Voilà, donc aujourd'hui c'est la leçon 3. On parlera de gestion durable des forêts, puis l'institutionnalisation réglementaire. Entendez par là le fait qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau international et chaque pays doit pouvoir matérialiser ça sur son sol, c'est-à-dire institutionnaliser ça. Cela va se dire qu'en fonction de l'organisation politique ou administrative du pays en question, il pourra avoir des légères modifications.
Donc, le premier point qu'on aborde, on dit influence des négociations internationales sur les politiques nationales forestières au niveau des zones tropicales. C'est-à-dire comment tout ce qui est pris comme décision au niveau international impacte les décisions au niveau national. Hein, parce que la remarque qu'on fait aussi, c'est que dans nos pays, on a comme l'impression que quand quelque chose a un fort impact, c'est justement parce que c'est une décision qui vient de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est une impression que j'ai, mais apparemment, quand ça vient de chez nous, là, c'est d'ici que ça prenne. On dirait qu'on veut qu'on nous impose. Ça doit les laisser dans cette logique-là que les colons nous ont tellement imposé des choses que tant qu'on ne nous impose pas, là, ça prend difficilement. Donc, au niveau de l'influence internationale des politiques nationales, on a une succession de thèses de loi qui a été récupérée au niveau international et puis on va chercher à voir les applications au niveau national. Le premier, par exemple, on dit les plans d'action forestiers tropicaux. Vous appelez pas PAFT. C'est depuis les années 95, les États membres, bon, bref. On dit l'objectif, c'était de s'attaquer aux éléments moteurs de la déforestation, principalement la rupture itinérante depuis les défrichements. On a vu que le processus s'est réalisé après absence de participation des populations locales. Vous voyez qu'on l'a un peu abordé hier. Tant que cette histoire de forêt, vous vous rappelez, hier, on a dit que dans une des négociations, pendant que les pays en développement interdisaient plutôt la coupe des forêts au niveau des tropiques, les pays en développement aussi dit qu'ils n'ont qu'à impliquer aussi les forêts tempérées. Ils sont chaque en train de se tirer là-dessus. Donc, on prendra des textes comme des sanctions qu'on vient imposer à une partie prenante. C'est des trucs qui connaissent toujours les problèmes. Donc, voilà pourquoi très tôt, il y a eu un enlisement des plans d'action forestiers et on est passé à une deuxième étape qui est les programmes forestiers nationaux. Quand le premier s'amuse, on traite toujours autre chose. Mais ce qu'on doit le faire, c'est d'exploiter ce qui n'a pas marché dans le premier et peut-être de renforcer le deuxième. À ce niveau, l'objectif visé, on dit d'élaborer des politiques favorisant le partage des informations et la participation de tous les acteurs, contrairement à la première approche. Alors que dans le premier cas de figure, on avait l'impression de contraindre une partie prenante, on est cette fois-ci à partager les informations et puis engager tout le monde. Un certain nombre de pays se sont engagés, oui. Donc, contrairement à la première approche, la deuxième approche a eu un peu plus de succès. Un autre pas encore a été fait, notamment avec le Forum des Nations Unies pour les forêts. L'objectif, c'est quoi? Promouvoir la mise en œuvre des propositions d'action. Deuxième, définir un autre accord national contraignant sur toutes les forêts du monde. Vous voyez maintenant, on parle de tout le monde. On avait dit initialement qu'au niveau de tout le reste, il n'y avait pas eu d'accord contraignant. C'est-à-dire si tu n'as pas fait, tu ne peux rien te faire. Donc, on cherche maintenant à définir certains accords qui sont contraignants. Mais bon, on parle de contraignant. Maintenant, c'est contraignant. Un autre groupe intergouvernemental sur les forêts, bon, ça, c'est le groupe qui a été défini. Progressivement, on est parti de certaines choses qui n'avaient pas l'assentiment, le consentement de tout le peuple. On a cherché à élargir en partageant les efforts qu'il fallait faire et ça ne pèse plus uniquement sur les pays tropicaux, mais les pays en développement. Comme ça, on les appelle pas, c'est tout. Un autre point qui est la prise en compte des forêts par les conventions cadres internationales. En fait, on n'a fait que passer en revue tout ce qui a été pris comme décision qui faisait un clin d'œil au secteur forestier pour tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Donc, c'est juste un tableau, signature et puis entrée en vigueur. Là, on parle de 95 jusqu'à la date la plus récente ici, je crois que c'est 2007. 2006-2007. Donc, je vais rester sur ces deux-là. Accord international de 2006 sur les bois tropicaux. Instrument juridique non contraignant concernant tous les types de forêts. Généralement, c'est des accords qui sont faits pour certifier les bois. Parce que, quand on parle du droit, encore le coup est bien placé. Loukou, pardon, il faut me rassurer sur un point. J'étais une fois à un atelier, il y a quand même longtemps de cela, où il y a un membre d'une ONG qui s'est levé pour dire que à près de 70%, l'exploitation de bois ici passait outre les filières conventionnelles
C'est-à-dire que ce qui était pris en charge, vraiment tracé par l'État, ce n'était pas plus de 50% du bois qui était occupé. Est-ce que toi, tu as un avis pareil, puisque tu travailles en plein pied dans ce domaine-là? Non, 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 non. Au fait, bon, les ONG, là, Oui, souvent, ils parlent, mais ils n'avancent pas des chiffres, ils ne font pas d'études. Donc, bon, ce qu'ils disent, ils estiment, parce qu'il n'y a pas d'études qu'ils font. Hein. Ils viennent, exact. ils prennent, voilà, ils prennent une seule localité, s'il a eu 10 bois, Oui, ils oui. prennent pour faire une généralité. Or, ce n'est pas le cas. Parce que ça m'a inquiété, parce que si plus de la moitié de tout ce qu'on pouvait comme quoi était illégal, je me dis, mais attends, c'est des individus qui sont super riches. Voilà, au-delà de ces textes, là, on a tenté juste de voir, en termes de production de textes, pour booster la protection des ressources végétales, comment est-ce que les trucs ont évolué? 4 temps, vous voyez, par exemple, avant 1940, 85, pardon, 85, 88 par là. En fait, c'est quand on a avancé le boycott, on voit qu'il ne s'est pas certifié, que ça boostait un peu le secteur. Parce que là, on dit que ça ne sera pas fait. Donc, regardons par exemple en Côte d'Ivoire, depuis que l'Union européenne a dit que le cacao là, si on n'a pas bien fait votre boycotter, le code forestier même qui a changé. De sorte qu'au niveau des forêts classées, on a fait maintenant qu'il y ait des séries agroforestières. Et dans les séries agroforestières, on peut faire de l'agroforesterie. Anciennement, c'était illégal. Automatiquement, on a pris des dispositions exactement. Donc, chaque fois qu'il y a une sanction qui est dans l'air, les trucs commencent à bouger. Juste après ça, on a le forum et puis les groupements pour la gestion forestière. Et puis, le dernier truc, c'est la certification. C'est-à-dire, quand on parle de boycott, finalement, pour décanter la situation, il faut la certification. Si tu n'as pas de bois certifié, on ne paye pas. Moi, je dis toujours que c'est quand ils sont rassasiés comme ça, du bois certifié. C'est-à-dire, quand tu as fait, tu manges tout. Le train que tu es rassasié, tu dis non, non, pas que c'est pas. Je n'ai pas à l'entrée, je n'ai pas de fluidité, tout le reste, je ne mange plus. Ça, c'est parce que tu es rassasié. Bref. Donc, c'est juste pour commenter que ça a connu différentes étapes. 97, 94, c'était juste pour expliquer ça. Et là, c'est juste pour montrer le graphe qu'il y a ici. Quand on voit l'évolution des terres juridiques, on a comparé ces trois milieux, Asie, Amérique et puis Afrique. Bon, l'Afrique, c'est en noir, l'Asie, c'est en vert, et puis l'Amérique, c'est en gris. On voit que tout était très bas, mais en termes de stabilité, je pense qu'en Asie, ça a été quand même relativement un peu plus stable. Par contre, en Afrique, c'est des pics. Ouais, ça a subi quelque chose de temps, peut-être à partir de 96. Et puis en Amérique, bon, ils sont très portés sur les lois. Mais moi, je peux noter une chose. C'est qu'en Afrique, comme les plus gros exploitants, comme vous voyez, les marchés se trouvent en Europe. Donc, l'évolution des tests ici, là, c'est impulsé soit par l'Asie, soit par l'Amérique. C'est impulsé soit par l'Asie, soit par l'Amérique. Je l'ai dit tout à l'heure du cacao, on va commencer à se dire, ouais, il y a plein de trucs qui se mettent autour, mais c'est là pour égaliser. Est-ce qu'il y a des mouvements qui viendront de chez nous? Moi, il faut la réflexion parce que, en tant que premier producteur de cacao, si les prix ne sont pas décidés en Côte d'Ivoire, vous comprenez que ce n'est pas pour ça qu'on va décider les prix. OK. Analyse du contenu des politiques forestières. C'est-à-dire tout ce qui a été établi comme politique forestière, quels sont les points forts qu'on pourrait voir dedans? En termes de durabilité dessus, quelques références à la gestion. Donc, on s'est basé sur un certain nombre de textes émanant de pays, non seulement francophones, mais également de pays anglophones. Donc, on note simplement que certains pays font référence de façon expresse à la gestion durable des forêts. Pour d'autres, ce n'est pas explicite, c'est implicite, c'est-à-dire ça induit cette gestion durable. Donc, la durabilité est néanmoins abordée en utilisant le concept de développement durable. En fait, ici, on a fait que citer les pays, et puis on dit, si dans la sémantique, c'est-à-dire si dans leur thèse de loi, on écrit de façon expresse gestion durable, ou bien c'est quelque chose qui ramène à la gestion durable. C'est-à-dire, par exemple, ici, on parle de gestion rationnelle équilibrée. Ça induit plus ou moins la gestion durable.
Un sustainable, ça c'est un peu voilà. Gestion durable. Gestion durable. Là, par exemple, le thème est utilisé. Gestion durable des forêts. Ça, c'est où ça? Madagascar. Bon, Nigeria, on n'a pas grand-chose dessus. Ouganda, sustainable protection. Gestion durable, protection durable, aménagement. Gestion rationnelle soutenue. En tout cas, le thème revient toujours parce que tous ces pays ont ce besoin de gérer durablement cette ressource parce que la demande étant forte, en fait, c'est ça notre problème à nous. Tout ce qu'on fait au pays, là, tout dépend de la demande. Puisque généralement, ce qu'on produit, on consomme très peu. Ça vaut pour le bois, ça vaut aussi pour plein de matières premières. On ne consomme pas sur place. C'est-à-dire qu'on est carrément soumis au déshydratage du marché international. S'ils disent qu'on ne peut plus, on le foutu. Voilà. Donc, comme je le dis aussi, généralement, si les tests doivent bouger ici, tu vas bien voir, c'est en rapport avec les pressions qu'ils mettent sur nous. Nous, on se met toujours en position pour pouvoir entrer dans leur vision à eux. Et là, je vous pose une question. Ça va dans le bois, hein? Ça va aussi dans les matières premières. Mais comme on dit que c'est la jeunesse africaine qui doit s'arranger pour sortir l'Afrique de cette ornière-là, selon vous, pour tout ce qu'on a comme matière première qu'on commercialise à l'extérieur, quelle est la stratégie que, selon vous, l'Afrique ou les pays en développement en général doivent adopter pour pouvoir eux aussi imposer le prix de ces matières-là? Est-ce que c'est une stratégie que vous voyez directement dans les pays? Au Kenya, nous avons commencé la mutualisation des efforts. C'est-à-dire qu'au Kenya, sont le troisième producteur de cacao du monde. Et il n'y a qu'une seule coopérative, comme le conseil cacao, la sont tous les producteurs de cacao du Kenya. Donc, c'est eux qui récoltent les familles et qui récoltent les paix. Donc, elles sont fait tout le stock et c'est eux qui décident du prix qui vont revendre. Peut-être qu'ils vendent 30% de la somme totale gagnée directement. Donc, c'est vrai que les producteurs kenyans sont les mieux rémunérés en termes de développement. Il n'y a qu'une seule entreprise qui peut. Et dans les zones Kenya, en fait, c'est vraiment s'entendre sur les actions à mener. Parce que tant qu'ils sont en rang dispersé, tant que ça va poser un problème. Mais ce dont tu parles, c'est uniquement par rapport au Kenya. Et si on devrait parler de façon générale de vie. De façon générale, moi je vois que tous les pays en voie de développement, ils vont encore mettre transformer leur matière première sur place. Comment? En fait, c'est ça, c'est le comment. Sinon, on sait. Mais c'est le comment là. Voilà. Sinon, ce que je dis, c'est bon, mais si le marché transforme, il peut le coup là, c'est ça, il va arrêter là. Et que le Boston a fait déplacer non, ce que je dis, oui, ce que je dis, s'il décide sur le plan de la il ignore. Ça va, c'est un peu bruit. Ça, c'est clair? Non, il faut qu'on transforme. Professeur, Oui. je peux donner mon avis. Oui, vas-y. Je pense que ce problème-là, fondamentalement, selon ce que je vois, ça provient du fait que on n'a pas de fierté à consommer ce qui est local. Voilà. Et je pense que des politiques nous incitant dans ce qui est local. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'une politique. Parce qu'il y a certaines choses, par exemple, qui ne sont pas dans nos habitudes, en fait. Oui, pour ça, je prends un exemple. Oui. La Côte d'Ivoire qui produit assez de cacao. Les Ivoiriens qui ne consomment pas, par exemple, du chocolat. En même temps, on veut fixer les prix. Alors, en même temps qu'on dit qu'on ne consomme pas du chocolat, ce n'est pas qu'on ne consomme pas du chocolat. Mais même ceux qui consomment du chocolat préfèrent consommer du Nutella. Dans leur tête, c'est importé. On a cette tendance-là à mettre tout ce qui est importé au-dessus de ce qui est fait localement. Il y a des grands fabricants de chocolat qui sont ici. Du chocolat pur. Voilà. Mais la plupart des consommateurs de chocolat au niveau local, quand je vais leur demander, ils vont vous citer des marques importées. C'est-à-dire que ce qu'on produit ici, on a tendance à penser que c'est ça n'a pas une qualité, voilà, pour être consommé. Et à tous les niveaux. C'est même pas au niveau de l'agriculture seulement, dans les autres niveaux vestimentaires ou autres. Quelqu'un qui te dit qu'il est bien habillé, c'est quand il a porté un vêtement d'une marque importée. Donc, je pense qu'une politique qui peut inciter les gens à consommer local, on a vu en son temps, lorsque Bidi venait au pouvoir, son concept d'ivoirité, au début, c'était basé sur ça, le consommons ivoirien. Mais bon, malheureusement, ça m'a été pris. Mais une politique dans ce sens-là amènerait les gens à consommer plus. Oui, donc, ce dont tu parles,
Ça, il prend par exemple deux produits. Il y a une partie de ces produits qui est produit en interne, l'autre partie est produite à l'extérieur. Hein? L'Africain ou bien dans les pays développés, on a tendance à toujours privilégier ce qui est de l'extérieur. Ça, c'est vraiment un point de la chose. Lui, il a parlé de l'organisation que ces pays doivent avoir. Mutualiser les efforts. Le collègue de derrière, lui, il a plutôt parlé de la transformation de ces matières premières. Chacun vaut à son pesant d'or. Quand on parle de mutualisation, en réalité, à l'échelle d'un pays, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que quand on va agir de façon isolée, on aura du mal à. Même quand les gens ont tenté de bloquer les produits pour faire varier les coûts des matières premières, ça n'a pas toujours trop porté parce que comme c'est la matière première à l'état brut, qui a une durée de vie, donc on est très souvent rattrapé par la gestion de cette durée de vie-là. Si bien qu'on devrait décider très tôt. Voilà comment il y a certains qui ont brûlé soit des stocks de cacao, il y en a qui ont brûlé des trucs de. Voilà. Alors que quand tu le dis, si on double à l'organisation la sensibilisation de la qualité de ce qui vient de chez nous, et puis, je vais dire le nationalisme, combiné au fait que les produits étant déjà transformés chez nous, la durée de vie, la durée de conservation est plus longue, finalement, je pense qu'on va arriver vers ça. Mais c'est beaucoup plus au niveau organisationnel. Parce que comprenez une chose, hein, la plupart des crises, des guerres qu'on vit, quand on cherche le fond là, c'est pour les besoins économiques. C'est vraiment pour les besoins économiques. Parce que si on a la stabilité qu'il faut, effectivement, on va penser à industrialiser. Mais pour industrialiser, il faut de l'énergie. On a où cette énergie? Les pays développés dans le pas loin, c'est les propriétaires du pétrole. Ils utilisent encore même le charbon. Il y a l'énergie nucléaire. On est d'accord? Non, on ne fait pas. Si c'est notre mention de énergie hydroélectrique, c'est vrai que c'est de l'énergie propre. Mais voyez, même en saison sèche, qu'est-ce qui se passe? Pas de délestage. C'est pas tout le monde qui est servi. Commençons par le commencement. Avoir la source d'énergie. Ça, c'est déjà un peu plus fort. Mais je pense qu'on doit beaucoup plus penser à ça. Et voilà pourquoi les pays de l'AES, ce n'est pas être politique, mais penser seulement à la création de centrales nucléaires, ne serait-ce que comme source d'énergie. Ça, c'est une très bonne alternative. Le Nigeria aussi, avec Obasanjo, Oui. déjà favoriser les entrepreneurs au niveau local. Ça aussi, c'est là. Oui. Si on ne favorise, Oui. on ne crée pas des champions qui vont aujourd'hui l'économie nigérienne appartient aux Nigériens. Si. Et si on Booster l'économie locale, à consommer local. Mais là aussi, je dis que ce n'est pas quelque chose qui est vu d'être très bon œil. Parce que on n'est pas. Je donne l'exemple de la CUE que vous connaissez bien chez nous. Généralement, dans leurs accords, là, c'est des accords fermés. C'est-à-dire que l'État n'a même plus le droit de promouvoir une source d'énergie. Sinon, je dis n'importe quoi. L'énergie solaire. Je pense que c'est quelque chose sans effort, on va pouvoir développer ça. Bon, heureusement que dans la moitié nord de la Côte d'Ivoire, c'est aussi, on ne va pas trop loin. Mais ceux qui ont déjà un peu le nord, là, dans tous les villages, justement, chacun a sa petite bien chez lui. Hein, voilà, ça commence à venir. En réalité, c'est quoi? Le vent, c'est un peu cher. Je veux dire, c'est un marché qui est encore artisanal parce qu'il n'y a pas véritablement de la subvention faite par l'État. S'il y a de la subvention, il y a certaines choses qu'on peut faire. Ouais, c'est pas possible. On dit, c'est vous qui donnez les numéros de discuter. C'est vous, regarde. C'est vous qu'on regarde. Non, en fait, ici, il y a beaucoup de choses. En fait, nous, à la réponse, nous avons connu des choses que nous ne connaissons pas. Oui, On se dit que oui, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin de consommer son produit. Les Gabonais du Sud, là, eux, ils ne consomment plus matière première. Le Japon n'a plus matière première. Ils prennent à l'extérieur. Ils prennent la plus valeur. Ils répondent depuis ça, les chiffres. oui, c'est plus sur la Oui, c'est le mieux dit, vous faites. oui, c'est parce que on trouve des choses plus que pour la vente sur le marché. Ça ne coûte pas. C'est comme le coton. Ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas. Donc, si On on n'a pas a produit ce produit, on va consommer. c'est les blancs. C'est la différence. On a un milieu d'export. Et puis même quand elle fait un produit, vous voyez, les femmes là, on parle des Hollandais. C'est-à-dire, c'est le prix du Hollandais par rapport à ce qu'on produit chez nous là, c'est quoi? Elle est Wasco, tu vois, non? Maintenant, quand on parle des Hollandais, tu vois le prix, tu dis, mais attends. Ouais, on va faire les technologies, ça, mais maintenant. Les femmes là. Hein? Ce dont tu parlais aussi, en fait,
Quand on prend un produit tel le cacao, il dit qu'on produit souvent des trucs qu'on ne consomme pas. Oui. En réalité, c'est simplement trouver des nichés. C'est vrai que le cacao peut être utilisé pour le chocolat, c'est ce qu'on connaît de façon. Mais ça rentre aussi dans l'industrie cosmétique. Mais il y a d'autres débouchés pour lesquels on va faire des recherches pour eux. En réalité, c'est ça. Par exemple, En réalité, c'est ça. il y a, par exemple, pour nous connaître le jardin, actuellement, le pillage, c'est de la chute. Parce que quoi? Il n'a pas à faire des moyens pour le directeur pour le jour. Non, même pour l'État, c'est pour population. Il faut que l'État touche Pas pas. la courage, rien. Oui, mais c'est aux entrepreneurs, en encourageant en fait. Mais si nos économies, ça c'est pas, nos économies sont déjà dominées par les étrangers. Voilà, les communautés étrangères, nous boycottons quand on essaie de nous faire, ils sont soutenus par l'État. Oui, En réalité, c'est ça. C'est l'environnement des affaires même doit être assaini. En réalité, si on crée un environnement, quelque chose qui est attrayant, normalement, ça peut favoriser l'incubation de ce genre d'idées-là. Mais quand l'environnement n'est pas sain, tu ne finis même pas de développer l'idée même que c'est déjà cassé. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça ne vous dépend pas du fait que vous devez sortir de l'Afrique de tout ça. Ok. Donc, il y a cette de nouvelles approches, mais toutes ces nouvelles approches-là se sont inspirées des anciennes approches qui existaient, notamment la réaffirmation de la souveraineté de l'État. Quand on parle de forêt, c'est l'État. Bon, encore une fois, sur la mise en œuvre, elle se veut publique permanente de l'État, forêt classée par nationaux, réserve, et puis il y a le domaine rural. Donc, les États ont un droit souverain sur l'exploitation des ressources pour le politique peut-être. Deuxième restriction des droits. C'est vrai que c'est pour l'État, et vous voyez que pour exploiter ça, l'exploitant forestier doit avoir l'autorisation. Hein? Ça, c'est tout ça. La modernisation des politiques, oui. Normalisation réglementaire, bon, tout ce qu'il y a comme thèse de loi. Et puis les outils de cartographie des plans d'affectation, c'est-à-dire dans l'aménagement des forêts, on fait rentrer ces outils-là. Hein, chaque année, je crois que c'est. Est-ce que vous pouvez me préciser le temps qui est qu'on impose pour l'actualisation des plans d'aménagement ou des plans d'aménagement forestier dans les forêts classées? M. Kofi ou bien Lukou? C'est chaque 5 ans, chaque 10 ans. Quelle est la périodicité? Allô? Oui. Ouais, c'est chaque 10 ans avec une révision à mi-parcours de 5 ans. Voilà. Donc, il y a des plans d'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne se laisse plus surprendre par ce qu'il y a. Parce qu'on est préoccupé par qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est chaque 10 ans, mais il y a une actualisation chaque 5 ans. Hein, pour chercher à régler ce qui n'était pas. Voilà. Maintenant, concession forestière étendue, soumise, commission d'aménagement durable, sécurisation des droits, modèle d'attribution, forme de concession, délégation, gestion, exploitation des ressources humaines, l'État, hein, des entités. Oui, bon, ça se fait. Soit c'est les privés, jusque-là, c'est la seule époque qui gérait tout ce qu'on appelle une forêt classée. Mais de plus en plus, avec cette histoire de forêt dégradée, je pense que l'État a ouvert ces forêts classées qui étaient les plus dégradées à certains investisseurs privés qui viennent maintenant investir pour faire l'agroforêt. Pour quelques forêts classées, notamment le Haut-Sassandra, c'est rentré dedans. Je pense qu'il y a la Haute-Dodo et puis Rapid-Cra qui sont également dedans. Pour cette sorte de marché de carbone, donc il y a certains investisseurs privés qui viennent pour chercher à prendre en main ces forêts qui ont déjà été fortement dégradées. Donc, quelques avantages fiscaux. Ça, c'est au niveau des exploitations, avec des exploitants forestiers. Des taxes plus exigeantes. Bon, la sécurisation. Nos taxes ici, là par exemple, au niveau du Gabon, il y a quand même quelques années que j'ai fait le tour là-bas. En fait, ils avaient une zone franche parce qu'ils avaient encore une forêt très intacte au niveau du Gabon là. Maintenant, ils sont rentrés en pleine exploitation. Donc, pour les investisseurs qui viennent, je crois qu'ils ont 5 ans où ils n'ont pas de taxes véritablement choses. Et puis, ça après que. Et Lougou, à ce niveau-là, en termes de fisc pour les exploitants forestiers, c'est. Est-ce que on peut dire que c'est excessif dans la mesure où il n'y a même plus de bois? Est-ce que ce milieu-là, même tel que tu vois, c'est un milieu encore viable? Allô? Oui. Non, pas trop viable, hein, pas trop viable. C'est pourquoi même, comme vous avez déjà évoqué, les forêts qui ont été retirées à l'assaut des forts ont été remis à certains exploitants forestiers et à certains chocolatiers. Donc, la politique de maintenant, c'est d'octroyer des parcelles aux industriels du bois pour qu'eux-mêmes produisent les matières premières.
Donc, il y a plein de fiscalités qui vont disparaître du moment où eux-mêmes vont cultiver le bois pour eux-mêmes. Ok. Donc, c'est un peu ça, on est dans la tendance. Parce que c'est quand on a vu que. Au Gabon, par exemple, c'est bien changé d'exploiter la ressource. Donc, sérieusement, ils sont vraiment en plein dedans, quoi. Hein? Justement, il y a des exonérations, des pour ceux qui s'est installé. Mais j'espère qu'ils vont venir prendre en copiant sur nous. Ce qu'on a déjà eu comme conséquence. S'ils copient ça pendant le cas contraire, ils vont se retrouver dans les exonérations. Ça ne sert jamais. Alors, comme ça, je dis de la gestion participative. Là, bon, la source de fonds pratique un tout petit que ça. La gestion participative, généralement, il y a des comités de gestion où les populations locales sont supposées participer. Mais est-ce qu'ils ont véritablement un poids dans les décisions qui sont prises? Est-ce qu'ils ont des retombées de ce qui est exploité là-bas? Bon, ça, je suis très mal placé pour parler de ça, mais normalement, c'est un des critères importants quand même. Un des critères importants quand même. Kofi de la sorte de fond n'est pas là aujourd'hui là. Hervé, il était là hier. Il parle de projection, mais pour ce que je sais, ils ont le genre de contrat qui s'appelle congé. Ça dit quand ils doivent mettre en valeur une parcelle, ils dégagent quand ils font les pépinières, ils cèdent la parcelle aux paysans qui peut mettre ses cultures du gruyère là un certain temps. Donc, ils profitent pour nettoyer la parcelle jusqu'à ce que ce qu'ils ont fait comme reboisement ait une canopée qui couvre totalement. Là, ils laissent tomber. Alors, c'est ce que je sais. Sinon, au-delà, est-ce que les retombées, par exemple, de la commercialisation du bois, quand on parle de forêts classées, des forêts reboisées, est-ce que la population locale a une part? Bon, là, je suis vraiment très mal placé pour parler de ça. Et puis, bon, la réduction des espaces classés. Bon, encore une fois, ici, c'est déjà fait. Hein. On a les parcs nationaux réserves, on a les forêts classées. Forêt d'espace de recherche. Non, non, on a plutôt des jardins botaniques. Ça aussi, ça existe. C'est qu'à Abidjan, il y en a deux. Il y a celui de l'université et puis il y a celui de Belgique. Et je ne sais pas si la mairie c'est ailleurs encore, mais c'est les deux là que je connais. Bon, on peut parler de forêt de recherche, mais est-ce que c'est évidemment forêt de recherche? Vous êtes à l'occasion de la réhabilitation là. Ils ont gratté une bonne partie. Non? Sinon, c'est très grand. Quand on était là-bas, là, on voyait même les singes venir s'amuser avec les parties. Oui, mais ils ont rasé le tout. Sinon, le jardin botanique pour bien servir, et puis celui qui s'élève. Bon, là, ça existe. Normalement, ça devrait être levé. Maintenant, selon ce que Loup a dit. Loup, après, je vais te contacter, hein, parce que pour le recensement des sites sacrés, là, si c'est. Quels sont les avantages, Loup? D'accord. D'abord, les avantages, Oui. C'est l'enregistrement. Pour l'enregistrement des forêts, Oui. voilà, ils vont enregistrer ces forêts au nom des communautés qui tiennent ces lieux sacrés. Oui. Ça, c'est pour l'avantage de la communauté. Puis, on saura quelle est la superficie occupée par ces surfaces-là. Deuxième, ils peuvent bénéficier des paiements des services environnementaux. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ce qui va arranger aussi l'État, c'est la conservation des sémenciers. Oui. Voilà, puisque là-bas, il n'y a pas d'exploitation, donc ça sera beaucoup, ça va favoriser la multiplication des semences. Si. Voilà. Donc, moi, voici les trois avantages que j'ai tirés immédiatement de ce projet. Ça, c'est bon. Comme nous, les Baoulés, on est allé en Pâques, là. Je pense que dans les différents domaines de développement, là, je vais peut-être évoquer ça. Et ce n'est pas mal si on doit faire ici ces trucs-là. Je pense que je peux les orienter vers les structures compétentes pour que ce soit fait. Voilà. OK. On y va. Ben, la première application des lois. Bon, ça, c'est le plus gros défi de l'Afrique. Appliquer les lois. Parce que même ici, au niveau du cuirasse, les petites lois qui existent, on dit non, ne laissez pas les personnes étrangères aller jusqu'à dans vos salles de cours. Mais une minute, les gens sont assis là-bas. Ça est venu voir comment, en Afrique, comment on peut s'arranger pour pouvoir vraiment appliquer les lois. Sinon, c'est des très bonnes décisions, hein, on est d'accord. Mais on s'arrange comment? On s'arrange comment? C'est l'environnement, non? Ça va aller. Et Loubou, c'est vrai que toi, tu es au bureau là-bas, mais sérieusement, quel est, selon toi, le secret pour faire appliquer nos règles? Parce que ce qui se passe en réalité, souvent, on va chercher de nouvelles lois à mettre en place, mais on se rend compte que les anciennes n'ont pas été appliquées. Pourquoi est-ce que les nouvelles seront appliquées? Ça, c'est un défi de toute l'Afrique même. Parce qu'on ne peut rien faire de sérieux
Assez sérieusement, nos lois là, on ne peut pas les appliquer. Mais d'où vient-il qu'on est tant friand des lois qu'on ne peut pas appliquer? Allô? Oui, oh. Oui, professeur, moi, mon avis est seulement que on copie trop les lois des autres. Si Exact. nous-mêmes, on se base sur nos réalités Oui. et qu'on prend les tests en fonction de nous-mêmes, je pense que ça va marcher. Et puis aussi, il y a une certaine volonté politique. Oui. On met des lois une fois qu'on arrête 2 ou 3 personnes afin de faire des syndicalismes, afin des partis politiques rentrent dedans, ça gâte déjà les lois. Bon, je pense que cette dernière partie-là, il a déjà répondu à ça. On dit vers une meilleure application. Regardez là, on parle du programme d'action G8, c'est-à-dire les pays développés. On va parler de FLEG. Ça, c'est un contrôle gouvernemental sur nos forêts, la légalité de nos forêts. On parle de ça. Ça, c'est un truc beaucoup plus américain pour vérifier la légalité du bois. Comme c'est eux qui payent, c'est eux qui nous imposent. Ça veut dire que tout vient de l'extérieur. Pourquoi nous on respecte? Pourquoi on le respecte? Pourquoi tout doit nous venir de l'extérieur? Est-ce que c'est passé depuis l'indépendance? Comme on a commencé à nous imposer les tests et qu'on a accepté, donc on doit rester continuellement dedans. Le développement, le véritable développement ne peut être endogène. Quelque chose qui vient de l'intérieur des populations. Ça ne peut être endogène. Rien de tout. Au niveau des applications de loi, je pense que les structures chargées n'ont pas assez de moyens. Non, pas assez de moyens. Avec les gars de la soupe, il faut la même. Au-delà des moyens, écoutez ce que vous avez dit. Vous prenez un clandestin aujourd'hui, vous l'amenez au poste, on le défait. Le lendemain, c'est le même qui vous trouve dans la voie, tu vas m'arrêter dans la voie, je vais. Oui, c'est la réalité. Au-delà même des moyens. Et c'est la réalité. On a ce gros problème-là qui fait que ceux-mêmes qui font les lois, c'est eux-mêmes qui sont au premier plan quand il s'agit de fouler ces lois au pied. On a été dans la forêt cassée de. Ça, c'est le mot de sécurité. Alors, pour un des étudiants, on voulait appeler un médecin. Elle faisait son master là. Et je pense que c'est là que j'ai créé cette ONG. Parce que tu sais, j'avais organisé des étudiants. Quand ils faisaient ce terrain, on est allé là-bas avec 2 véhicules. On était près de 10 ou 12, parce qu'il y avait aussi le véhicule des agents forestiers. Ils ont un camp de base avec la dernière. J'ai un groupe électrogène. Donc, il y avait un groupe électrogène, on a mené des faits tout. En tout cas, on est resté là pendant une semaine pour cartographier le problème. Tranquille. Quand on est arrivé, on s'est installé. Le lendemain matin, on voit les dames là avec les pêcheurs à moto, ils s'en vont au champ. Les agents forestiers là, ils disent, vous là, respectez-nous. Même si vous partez habituellement, mais aujourd'hui on est là, t'as même. Je suis dans la maison. Et il dit, mais, pour ça, vous voyez, pour ces gens-là qui vont faire 1 hectare, 2 hectares, on nous demande de l'appliquer. Regardez, telle autorité, il a 50 hectares de plan ici. Tel autre, il a 200 hectares de plan ici. Bon, sérieusement, les plus grosses autorités ont des centaines et des centaines d'hectares. Et c'est celui qui a 1 ou 2 hectares, on demande de le frapper pour le chasser. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, et là, on a dit, bon, attendez, au moins quand on s'appelle là-dedans, vous allez partir, on vous dit là quand même. Où est la réalité? Et cela, ça vaut dans tous les secteurs d'activité. Ça, c'est un vrai problème, en fait. La gestion, là, c'est un vrai problème. Voilà pourquoi cette histoire de SIG. Lougou, j'espère que tu pourrais appliquer ton SIG là. Hein. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Il y a tellement de flou que si tu mets un véritable SIG en place pour la traçabilité, ça peut gêner un certain nombre de personnes. Lougou, tu es sûr que ton droit sera viable, ça ne va pas gêner quelqu'un? Allô, professeur? Oui. Déjà, bon, je pense que même si ça doit gêner, c'est déjà c'est imposé par l'APV Flet. Hein. L'APV Flet qui veut qu'on trace le bois pour tous les bois qui vont rentrer sur l'espace de l'Union européenne. Donc, même s'ils veulent ou ils ne veulent pas, déjà, on a déjà une puissance qui est derrière nous. Je pense que ça va pouvoir passer, même si ça gêne. C'est ce qui va te sauver. Sinon, très souvent, on en parle, hein, mais en réalité, ça ne peut pas entrer partout parce que ça risque de ressortir beaucoup de l'insal. Mais bon, c'est ça la suite. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Bon, moi, je lui dis,
On dit que, moi je ne sais pas comment on est arrivé là, mais on dit c'est eux maintenant qui vont nous sauver. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que c'est parce que l'indépendance même dont on parle, depuis le départ, il ne faut pas se leurrer. Nos premiers responsables ont été informés du fait qu'on les a posés juste là, mais les décisions ne viennent pas d'eux. Je pense que c'est à partir de là que les gens ont commencé à y. Du coup, les premiers hommes d'État africains qui ont voulu vraiment prendre les rênes, ils ont été carrément écartés. Donc, tous ceux qui viennent, ils savent qu'ils sont juste là, mais appliquer certaines décisions. Donc, c'est un peu comme si tu dédouanais, mais c'est un peu responsable de ce qui se passe, parce que c'est quelqu'un d'autre qui peut. Je pense que c'est comme ça, petit à petit. Et puis, bon, c'est resté ancré dans nos mentalités. Tu es certes à un poste de responsabilité, mais quand même le responsable, tu te dis que ce n'est pas toi le responsable, c'est pas toi le responsable. Voilà comment petit à petit. Et puis, c'est devenu maintenant une habitude. Bon, là, c'est devenu très compliqué. C'est-à-dire que même quand tu es responsable, même, tu dis que c'est l'autre. Oui, c'est l'autre. C'est compliqué. Donc, on va maintenant voir tout ce qu'il y a comme dispositif de gestion promu, c'est-à-dire quelles sont les options, ou les différents choix, les options, les possibilités qui sont proposées en termes de gestion. En premier, on a tout ce qu'il y a comme dispositif visant à améliorer l'exploitation forestière. Donc, il y a l'aménagement durable, on a vu ça plus bas, je continue d'abord avec les titres. L'exploitation à faible impact. Aménagement durable, exploitation à faible impact. C'est deux idées qui sont confrontées, on va voir tout à l'heure la différence. Il y a l'intensification sylvicole. Et puis, il y a ces histoires d'éco-certification. Là, c'est carrément le côté, j'allais dire, plus administratif, certification. APDF, dont vous parlez tout à l'heure. Hein? Voilà, visant à améliorer l'exploitation du carbone. Donc, on revient sur ces points-là. Donc, l'aménagement forestier, on dit l'élément central là. La planification d'exploitation moyen, long terme, trentaine d'années, activité, exploitation sylvicole, prise en compte des enjeux sociaux, voilà. On parle d'aménagement parce que désormais, on ne va plus prendre une forêt plus comme il faut couper. Il faut aménager. C'est-à-dire quand on fait un aménagement, on prend tout ce qu'il y a comme potentialité environnementale, ce qu'on a comme ressources forestières, les zones qui habitent à côté, les routes qu'on va tracer, tout ça est fait. Il y a des séries de conservation, des séries de reboisement. Ça dit, c'est quelque chose de vraiment maîtrisé. On ne va plus au hasard comme ça. On sait quand est-ce qu'on doit faire les coups, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça permet une planification de l'exploitation à long moyen terme. La prise en compte des enjeux, bon, elle se prend en compte dedans. Tout ce qu'il y a comme environnemental et tout le reste, je vais prendre en compte, même si c'est l'argent qui est au devant. Il y a cette idée-là. Et puis, gestion participative, bon, ça le soin. Prise en compte mutuelle, opérative, prévision, chasse et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Maintenant, ça s'oppose à cette idée-là, qui est exploitation à faible impact. On va comparer après. C'est plus ou moins la même chose, seulement il y a des légères différences. Selon. Donc, mon aménagement durable et bon. On dit à faible impact est également une exploitation de bois d'œuvre intensive, planifiée, contrôlée, menée par des travailleurs qualifiés d'une manière. En ce moment, on parle des deux. Quelle est également l'exploitation intensive planifiée? Bon, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Quelle pourrait être la différence entre les deux? Hein? L'exploitation à faible impact et puis l'aménagement. On dit simplement que l'aménagement paraît plus complet. Paraît plus complet. Parce qu'à faible impact, c'est un peu comme si on ne voyait pas trop la rentabilité, le fait que ce soit intensif, le fait que ça produise, mais le problème c'est qu'on doit exploiter en impactant le moins possible l'environnement. Ça, c'est une façon de voir. Mais il y a aussi le fait qu'on pourrait penser aux écoles qui se confrontent. On est d'accord? Quand on va parler d'aménagement, c'est beaucoup plus dans l'école française, alors que à faible impact, on est beaucoup plus en Amazonie, en Asie et tout le reste. C'est une question d'école.
Mais quand on regarde bien, les deux vont plus ou moins dans le même sens. Seulement, on souligne que quand on parle d'exploitation avec impact, ça engage la responsabilité de celui qui vient exploiter. Alors que l'aménagement a des rigueurs, des principes qu'on peut contrôler. On dit qu'il faut exploiter avec le parlement, ça engage vraiment celui qui vient exploiter sans autre chose. L'intensification sylvicole, bon, on a déjà parlé de sylviculture. L'intensification, c'est le fait que normalement, on se prend n'importe quelle espèce qui, naturellement, peut-être quand tu apprends un état de forêt, il y a 2 ou 3 pieds. Mais comme on veut l'espèce en question, on va intensifier, ne serait-ce que pour pouvoir assurer la durabilité, l'exploitation de bon Dieu, la reconstruction du capital du Dieu. Oui, parce qu'on est en train de perdre, donc on intensifie. Un peu comme on veut vendre, je dis n'importe quoi, une chèvre ou bien un mouton. Quand on va le payer, on vient l'engraisser. Au bout d'un jour, on va le vendre. C'est la même chose. On sait que ça va, donc on intensifie pour avoir une surplus. Sinon, le volet naturel ne peut pas avoir ça, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, là, c'est carrément l'éco-certification dont on a parlé. On en a parlé plus haut. APV FLEC, en tout cas, on dit si vous ne rentrez pas dans un tel canevas, nous, on ne paye pas. Et pour le cacao, ça, le président a répondu que les Chinois, même là, ils veulent prendre cacao. Sinon, si vous ne voulez pas payer là, faites-moi le bon d'ailleurs. C'est fini. C'est rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, au-delà de tout ce qu'il y a comme aménagement et tout le reste, il y a les dispositifs visant à améliorer le carbone forestier. Là, on rentre beaucoup plus dans le domaine de l'arrêt plus. Vous savez tout ce que c'est, non? Vous savez tout ce que c'est, l'arrêt plus? Vous savez, ou bien vous ne savez pas? Donc, on rappelle simplement l'origine anthropique de l'effet de serre. Sinon, l'effet de serre, même, il y a une partie qui est naturelle. Sans ce volet naturel, on ne peut même pas le chuter. On rappelle simplement l'origine anthropique des gaz à effet de serre. Et puis, le fait qu'au niveau de Kyoto, progressivement, on a commencé à prendre en compte les forêts. Les forêts. Et puis, bon, en rappelant ce que les forêts absorbent en termes de déforestation, c'est qu'on émet aussi. Mais ce qui est intéressant dans la forêt, c'est que c'est un levier. Autant ça peut émettre, autant ça peut absorber. Donc, c'est plutôt exploiter le côté absorbé. Hein, pour la petite histoire même d'arrêt plus, dans le temps, on donnait de l'argent pour surveiller nos forêts. Et puis après, on regarde, est-ce que vous avez pu surveiller? Et donc, le d'arrêt plus, c'est différent. On dit surveiller. Les efforts que vous avez fait, on va quantifier ça que vos pays sur cette base-là. C'est la légère différence. Sinon, avant, là, il y avait beaucoup de gestion sur ces trucs-là. Maintenant, là, vous dites investissez. Et puis, vous êtes payé au résultat. C'est mieux. Bon. Amont aval, forêt, filière, bois. On parle de l'afforestation. Qui connaît la différence entre reboisement, reforestation et puis afforestation, justement? Qui connaît la différence entre ces deux termes? Animation d'adaptation, afforestation, reforestation ou boisement. Oui, qui connaît la différence entre afforestation et reforestation? Valorisation. Ouais, j'ai dit qu'on connaît chez CH. Valorisation. Vous baissez tout sa tête, c'est pas bien grave. Afforestation et reforestation, on dit quoi? En amont, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afforester, on peut reforester. Boisement ou reboisement. Amélioration sylvicole, ça dit ça, c'est carrément. Comment ça? Amélioration sylvicole, améliorer les techniques de reboisement. Amélioration sylvicole. Maintenant, en aval, ça dit pour tenter de continuer à séquestrer le carbone, parce que tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour avoir un peu plus de carbone. Maintenant, quand on a exploité le bois, comment est-ce qu'on peut valoriser les produits pour ne pas continuer de mettre? Valorisation, biomasse, énergie. Il y a certaines personnes qui prennent les scellures de bois là et qui font du charbon bio. C'est-à-dire, au lieu d'aller pour faire voir qu'on fait, c'est ce qui est supposé être rejeté là. On utilise pour faire du charbon bio, y compris le sillage, commission de décomposition, patati patata. Valorisation des produits, bois, matériaux. C'est pas dans quel cours là. Comme quand on va avoir un bois, c'est plus ou moins 15%.
Parce que la meilleure façon de séquestrer, et là, votre mission, c'est ça. Quand vous ouvrez ça, là, c'est des déchets de bois qu'il y a dedans. La meilleure façon de séquestrer le carbone, c'est ça. Une fois que la plante a absorbé le carbone, en réalité, les questions de transformer ça en meuble qui va rester le plus longtemps possible. Si on brûle, on libère le carbone. Si ça pourrit, ça libère le carbone. Donc, voilà, comment maintenir? Donc, on parle de mécanisme pour un développement propre. Qui sait ce que c'est? Ça, c'est par rapport au protocole de Kyoto. Un des regrets d'accords signés. Donc, c'est des efforts pour chercher à réduire les émissions en termes de carbone. On est pour atteindre les objectifs contraignants de réduction d'émissions qui leur est fixé par le protocole de Kyoto. Les pays industrialisés historiquement, les plus grands émetteurs, peuvent, 1, réduire les émissions à l'intérieur même de leurs frontières par des changements de leur politique industrielle, par exemple. 2, échanger et vendre en achetant des permis d'émission avec d'autres pays émetteurs. Financer un projet permettant de réduire les émissions. Et dans le nota BD, on précise, si le projet est réalisé dans un autre pays, on parle de mise en œuvre conjointe. C'est-à-dire, moi, j'ai fait un permis de polluer. C'est-à-dire, je finance un projet, je dois avoir des forêts, et puis moi, ça me permet de... Ouais, vous émettez tout, ça réchauffe. Réduisez votre pollution, vous ne le dites pas. On peut donner la vie. C'est que l'on fait avoir là-bas des forêts. D'accord. Maintenant, le MDP est comme, voilà, maintenant, est dans le cas contraire. C'est-à-dire, si les efforts que le pays fait ça à l'intérieur, on parle de, comment on fait ça? De mise en œuvre conjointe. C'est ça qui est mort. Maintenant, quand c'est dans un autre pays, c'est-à-dire, ils sont là-bas, ils nous financent, on parle de MDP. Mécanisme de développement propre. C'est-à-dire, ils sont là-bas, c'est dans ce cas-là même que la réponse est petit à petit née. Pour tenter de réduire, c'est-à-dire qu'ils peuvent être chez eux là-bas et puis financer des efforts de reconstitution de forêt. Donc, le principe est bizarre. Voilà, c'est ce qui a petit à petit donné le MDP. Capitalisation des échanges, mécanisme plus capitalisation des échanges sur le projet forestier, marché volontaire. C'est ce qui a conduit à ça. Voilà comment les marchés de carbone se sont ouverts petit à petit. C'est justement parce que ces pays industrialisés, ils savent que quelque part ont toutes les difficultés pour réduire leurs émissions de carbone, mettent sur la table maintenant de l'argent, un peu comme un permis de polluer. Ils vont financer la reconstruction, la conservation de certaines forêts au niveau des pays en développement. Nous avons le bon évaluer. C'est-à-dire, c'est pas le poids de l'arbre, la taille. Oui, c'est la question. D'accord. On reviendra dessus tout à l'heure. Non, je reviens dessus tout à l'heure, t'inquiète. Quelques données super plus. Voilà. Donc, il dit comment on fait pour évaluer. Je vous explique, ça va expliquer tout ça en même temps. D'abord, la réponse c'est pour réduire et la déforestation et la dégradation. Vous connaissez la différence entre les deux, non? Qui ne connaît pas? Donc, ça va. La déforestation n'est pas la dégradation. Maintenant, il est question de voir, comme je le disais, les efforts qui ont été faits. La façon de faire, c'est de pouvoir suivre dans le temps et dans l'espace la déforestation ou la déforestation. On est d'accord? Et comment ça se fait? Je prends l'exemple d'un pays comme la Côte d'Ivoire. On peut rentrer dans ce mécanisme. D'abord, il va falloir comprendre un certain nombre de pièces de droit pour rentrer dans ce mécanisme. Une fois que c'est fait, ils vont nous donner de l'argent pour investir dans freiner la déforestation. Freiner la déforestation, c'est-à-dire qu'on va fixer un point de départ de là où on commence à faire nos efforts. Mais bien avant, il faudrait établir le baseline. On appelle ça business as usual. C'est-à-dire, si jamais on ne fait rien, comment est-ce que nos forêts devraient partir? Si jamais on ne faisait rien, comment est-ce que nos forêts devraient partir? On dit par exemple, si jamais on ne faisait rien, voilà, d'ici 5 ans, tout les forêts allaient disparaître. Bon, maintenant, si on met en œuvre ce qu'on doit mettre, quelle est la trajectoire que nos forêts vont prendre? On verra la différence. Ce qui devrait partir qui n'est pas parti. Ce qui devrait partir qui a été gagné. C'est ce qui nous est payé. Maintenant, de façon concrète, comment c'est fait? On commence d'abord par avoir une carte d'occupation de sol. Une carte d'occupation du sol. Pour une année A. On est d'accord?
Donc, dans cette cas d'occupation du sol, il va falloir qu'on définisse les types d'occupation du sol ou les strates d'occupation du sol. Et là, c'est pays par pays. Donc, il faudrait qu'on dise, ici, là, par exemple, en fonction de la zone plutôt géographique, là, on a les forêts denses humides sans périodite, on a les forêts denses humides semi-décidues, et puis on a les forêts denses sèches plus haut. On est d'accord? Donc, si on se canalise sur cet aspect des choses, on attend peut-être 5 ans après, on vient faire une autre cartographie. Et puis on se rend compte que les forêts denses, humides, semi-décidues, parce qu'on a mis des procédures de préservation et tout le reste, on était à 15 hectares et on est passé maintenant à 20 hectares. Donc, on fait la différence. Ça nous donne la superficie gagnée. C'est-à-dire qu'on a eu 5 hectares de forêt en plus. Quand vous allez fouiller dans les documents techniques du GIEC, on va vous parler de données d'activité, DA. C'est-à-dire que c'est les mutations qui ont été opérées d'une année A à une année B. C'est bon? Voilà comment on fait pour avoir les données d'activité. Donc, c'est en termes surfaciques. Voilà. Non, le volume, ça viendra après. C'est en termes surfaciques. On est passé de 15 hectares à 20 hectares. Donc, on suppose qu'on a gagné 5 hectares. On est d'accord? Je donne l'exemple pour un type de d'occupation de sol, on peut répercuter ça sur tous les autres. OK. Donc, l'autre élément qu'on va chercher pour pouvoir quantifier le carbone qu'on a pu séquestrer, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'émission. Donc, données d'activité croisées par facteurs d'émission. Donc, je rappelle que la donnée d'activité, c'est la mutation spatiale qu'il y a eu dans le couvert végétal. On est d'accord? Quand je prends le cas des forêts, parce qu'il y a le sol, la litière, il y a encore beaucoup de bois mort. Donc, je prends pour maintenant les facteurs d'émission. C'est-à-dire, si 1 hectare de cette forêt-là est brûlé là, quelles sont les quantités de carbone sur lui? Si on a pu quantifier pour 1 hectare, tu vois que si on dit on a gagné 5 hectares, donc on multiplie pour 1 hectare là, par les 5. Maintenant, comment on fait pour déterminer la quantité de carbone qu'une forêt d'1 hectare pourrait émettre? On procède d'abord à la cartographie. Ici, je l'ai dit, on prend l'exemple de forêts denses humides sans périodite. On est d'accord? Donc, on va sélectionner des parcelles sur lesquelles on va aller effectuer des inventaires forestiers. Donc, je dis n'importe quoi, on prend par exemple une centaine de parcelles réparties sur l'ensemble de ce qu'on a comme forêt dense humide sans périodite. Et puis, on va faire un inventaire forestier. Dans l'inventaire forestier, on va tomber d'accord sur des parcelles, des tailles de parcelles, je dis n'importe quoi, 1 hectare, 1 hectare, 1 hectare. Donc, chaque parcelle fera 1 hectare. Dans l'inventaire, on va aller mesurer des paramètres dendrométriques, c'est-à-dire la hauteur et puis le diamètre de l'arbre. Il y a des équations qui prennent les deux, il y a des équations où on peut faire avec un, juste avec le diamètre. Il y a même des équations maintenant avec certains algorithmes où on a seulement la hauteur. De façon standard, on utilise beaucoup plus le diamètre parce que c'est plus accessible. Mesurer le diamètre de l'arbre à 1,50 m, pardon, au-dessus du sol. Bon, on dit à la hauteur du poitrine d'un homme normal. Un homme normal, c'est quoi? Bon, c'est 1 mètre au-dessus du sol. 1 mètre au-dessus du sol. Ou bien on peut prendre et le diamètre et la hauteur. Donc, on va prendre ça pour toutes les parcelles. Et pour chaque espèce dont on mesure ces valeurs dendrométriques, il faut donner le nom de l'espèce. Avec ces 3 paramètres, hauteur, diamètre et puis le nom de l'espèce, on revient au labo et on va calculer maintenant la biomasse en rentrant dans une équation qu'on appelle équation allométrique. En fonction de l'espèce, parce que l'espèce va pouvoir nous donner une densité. Qu'est-ce qu'on appelle densité? Il y a des bois qui sont durs. Même quand tu prends la machine, tu tapes, ça ne fait pas. Par contre, il y a des bois, quand tu tapes, ça rentre facilement. Donc, quand c'est dur, c'est-à-dire que la densité en carbone est très élevée. Voilà, quand la machine rentre facilement, c'est que ce n'est pas trop dense. Prenez le fromager, c'est le bois de déroulage.
Hier, M. Lecourt disait que c'est le bois qu'on exploite de plus en plus parce qu'on n'a plus de bois. Ça, c'est le bois de déroulage, on est d'accord? Donc, la densité en termes de carbone est très faible. Comparativement à un bois tel du recours, ou bien si vous voulez du bois rouge, c'est plus dense. Voilà, exactement ça. C'est la densité en termes de carbone. Donc, une fois qu'on a pris ces mesures-là, on revient maintenant avec des équations allométriques. C'est-à-dire c'est une équation qui va te permettre de calculer la biomasse des fenêtres en prenant en compte le tour de taille et la hauteur. Je t'explique pour pouvoir comprendre ce dont on parle. Regardez par exemple les femmes, celles qui aiment fouiller les trucs là. Quand elles prennent les pantalons là, elles entourent son cou. Et si ça arrive à faire parfaitement le tour de son cou, c'est que c'est son bassin. C'est exactement ça. Sinon, normalement, pour voir la densité en termes de carbone, il serait question qu'on tue l'arbre en question, on découpe des rondelles, on va sécher, on va brûler, et puis on pèse la cendre. La moitié de la cendre, la masse de la cendre, c'est la quantité de carbone qu'il y a dedans. Mais on passe maintenant par des valeurs intermédiaires qui nous permettent d'avoir la vraie information. Donc, c'est comme si elle s'enfuit, elle prend son pantalon, elle voit quand ça fait le tour de son cou. Ah, c'est que c'est la taille. Donc, en prenant les tours de taille des arbres et puis leur hauteur, on va rentrer dans les équations pour avoir la biomasse. Une fois qu'on a la biomasse, on multiplie par des constantes pour tomber sur la quantité de carbone. Donc, si on avait 10 parcelles, ou bien il y a 100 parcelles, on va calculer les quantités de carbone pour les 100 parcelles. On fait la moyenne. Et puis on dit, pour tel type de forêt là, c'est en moyenne telle tonne de carbone qui seront relâchés à l'hectare, qui seront relâchés si jamais c'est doublé. Comme on a la quantité de carbone à l'hectare et puis on a la surface, donc on multiplie la quantité de carbone à l'hectare, et puis on a la surface, et puis on a les quantités qu'on a séquestrées. Voilà comment c'est calculé. Voilà. Donc, comme on a eu tel tonnage de CO2, parce que tout est converti en CO2 équivalent. Comme on a tel tonnage, donc sur le marché du carbone, si on te dit qu'une tonne de CO2 équivaut à tel $, on multiplie et puis on a l'argent de nous donner. Où est le processus, non? C'est annuellement ou bien Non, c'est les périodes de temps qu'on se fixe. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, c'est les périodes. Tout dépend de comment ça bouge au niveau de ce que tu as. Hein, c'est des temps qu'on se fixe comme ça. Donc, voilà comment on fait pour voir ce qu'on a gagné, ce qu'on n'a pas gagné. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un premier projet qu'on a appelé le prix, ça c'est autour du parc national de Taï. Je pense qu'il est à sa phase de paiement. C'est-à-dire les gens ont commencé à comment ils sont en train de licencier tous ceux qui sont dans la zone qui ont fait des projets, surtout en matière d'agroforesterie, ceux qui ont associé des arbres forestiers, tout ça, ça a été comptabilisé. Comme je le disais hier, c'est vrai que l'agroforesterie va remplacer le forêt, mais au lieu d'avoir une quantité trop faible, en associant des bois sur des milliers d'hectares, on commence quand même par avoir quelque chose de séquestration. Voilà. Donc, c'est un peu cet aspect de choses. Donc, voilà comment, de façon très simplifiée, quand on parle du carbone, les quantités de carbone, voilà comment, de façon très simplifiée, hein, on arrive à avoir. C'est pas écologique, ça passe déjà. Non, non, c'est pas écologique. Hein? Donc, c'est au travers de ça qu'on a les projets forestiers ou les marchés de carbone. C'est exactement ça. Il y a plusieurs guichets. Donc, en fonction du guichet, voilà, je vais faire tel projet. Ici, par exemple, on a des directions au niveau du ministère de l'Environnement qui sont chargées de ça. Quand on veut faire un projet, par exemple, un projet d'un projet climatique, hein, dans les cas, voilà, la dernière fois, la carte de visite d'une dame qui est au niveau du ministère qui est dans ces guichets pour les marchés de carbone. Donc, voilà comment ça se passe. Pardon, pour permettre aux pays africains de participer à cette histoire de lutte contre les changements climatiques. C'est un peu dans cette tendance. Et le dernier dispositif visant à accroître la participation des populations sont. Là, on tente toujours de nous. Oui, mais j'ai plus rentable que la Que? Et l'exploitation. Non, mais c'est deux trucs qu'on ne peut même pas comparer. En partie, la partage, on n'a rien. Oui, c'est qu'il y en a pour quelque chose. Sinon, normalement, je pense que c'est que l'État, il y a des quotas de remplacement. Et donc, tu peux nous informer, pour ceux qui font l'exploitation forestière, là, quelles sont les quantités quelles sont les surfaces qui doivent reboiser après exploitation? C'est que c'est au prorata de l'exploitation. Est-ce que tu as l'information? Oui, professeur. Pour ceux qui exploitent en zone Saint-Pévirin, c'est
250 mètres cubes de bois prélevés pour 1 hectare à reboiser. Pardon, je sais s'intervenir. Bon, en bas, la forêt dense, où se trouve la forêt dense. Oui. Ok. Où se trouve la forêt dense, lorsqu'ils exploitent 250 mètres cubes de bois, ils doivent reboiser 1 hectare. Maintenant, les zones semi-décidues, c'est-à-dire au-dessus de où la forêt n'est pas trop dense, très simple. Pour 150 mètres cubes exploités, ils doivent reboiser 1 hectare aussi. 1 hectare. Mais généralement, c'est le reboisement, c'est en forêt classée ou bien hors forêt. C'est clair. Allô? Ouais, là aussi, il y a un problème. Normalement, c'est dans la zone où ils ont prélevé le bois qu'ils doivent reboiser. Oui, Mais il se trouve que 3 ans après, puisque 3 ans après, c'est l'État qui doit prendre en main le suivi. Il y a problème parce que les populations viennent remplacer ces reboisements-là par l'agriculture. Donc, on voit que ce sont des investissements à perte. Donc, pour regagner ces investissements-là, on préfère réorienter ces personnes-là vers les forêts classées où on pense que là-bas, au moins, la terre est un peu sécurisée et que c'est le domaine de l'État qui est un peu surveillé. Sinon, ce n'est pas interdit de reboiser dans le domaine rural, mais seulement c'est pour la sécurité du reboisement à long terme. Est-ce que le reboisement peut rester là pendant 20 ans ou bien 30 ans, 40 ans? C'est là le problème. OK. Donc voilà, normalement, le remplacement est prévu, mais comme il le dit, on le fait, mais bon, le suivi devient problématique par les zone rural. Exactement. Donc, en termes de suivi, c'est pas efficace. Donc, du coup, pour pouvoir contourner ça, c'est beaucoup plus intéressant quand c'est dans le forêt passé, parce que là, au moins, on a déjà le personnel pour faire le suivi. Bon, je Pose une question. Oui. Si on veut évaluer les forêts par la quantité de CO2 produits, est-ce que les grandes exploitations de rivières et autres peuvent considérer Pardon, il faut reprendre la question, je n'ai pas bien compris. Et si on veut faire une évaluation des forêts en fonction du CO2 produit, Oui. est-ce que les grandes exploitations de palmiers à huile, d'hiver et autres peuvent être considérées quelque part comme des forêts? Non, non. Comme je le disais là, il est vraiment. Voilà pourquoi j'ai dit au départ qu'avant de rentrer dans ce processus-là, il faudrait que le pays apprenne à définir ce qu'il appelle forêt. Si le palmier, dès le départ, n'a pas été défini comme forêt dans leur définition, dans leur rapport à la PNUC, ce n'est pas évident. Je donne un exemple. Au Ghana, par exemple, la cacaoculture sous couvert, ils ont appelé ça forêt ouverte. Chez nous, ici, par exemple, ce qu'on a plutôt pris en compte, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire que ceux qui acceptent de mettre des bois sur les cacaoyers, ces bois-là sont pris individuellement. Imagine-toi, si on dit, par exemple, disons, 20 pieds à l'hectare, et que le monsieur, par exemple, il a 1000 hectares, voilà le nombre de pieds qu'on a. Mais l'agroforesterie, même pour la culture de palmier, ça se fait. Mais c'est des cultures par rangée. C'est-à-dire que tu as une parcelle de palmier, on peut avoir une rangée de 10, 20 mètres. C'est carrément un reboisement que tu fais. Et puis après, le palmier suit encore, et ainsi de suite. Vu comme ça pourrait tenir. Sinon, une parcelle pure, DVA ou bien de palmier, non, 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 c'est pas pris en compte par, en tout cas en termes RED+. Tant que tu n'abordes pas l'aspect niveau agro-forêt, c'est pas évident, c'est pas pris en compte actuellement. Donc, il faudrait d'abord que le pays puisse produire cette définition parce que c'est le pays même qui donne à la Convention cadre des Nations Unies les éléments qu'il faut pour juger cet effort. Donc, les palmiers ne sont pas pris en compte, à moins qu'on aborde l'aspect en agro-forêt. Parce que quand on te dit, par exemple, l'EVA, l'anacate, ce n'est pas évident de faire en agro-forêt. Si c'est évident, seulement que, au lieu d'avoir les arbres forestiers éparpillés comme dans la agriculture, c'est plutôt des cultures en bande. Vous avez carrément des parcelles de palmeraie, par exemple, ça fait des bandes de 5-10 mètres. C'est carrément des reboisements qu'on fait, et puis ainsi de suite intercalés. Voilà, c'est possible. Sinon, si c'est des cultures plus, non, ce n'est pas pris en compte en tant qu'agro-forêt. C'est carrément de l'exploitation agricole. OK? On peut continuer, hein? OK.
Donc, en termes de participation des populations, je pourrais peut-être m'attribuer ça. Illustration des régimes de droit, des différents modes de gouvernance. On a eu trois, enfin, il y a trois modes de gouvernance des forêts. Parce que ça aussi, c'est. On parle des forêts, mais c'est gouverné par qui, c'est tenu par qui. Regardez, par exemple, celui-ci là. Tout ce qui a comme domaine privé permanent de l'État, c'est l'État. Voilà, ça c'est la seule force, ça c'est l'UP, c'est carrément l'État. Maintenant, quand on est en zone de rural, ça c'est les eaux forestiers, c'est exactement forestiers qui gèrent ça. Tout ce qui a comme le boisement, quelque part, vous en bordure de route là, il y a plein de voilà, ça c'est exactement forestier. Quand c'est dans les forêts classées là, c'est la seule force qui gère. Bon, dans les parcs nationaux et réserves, normalement, aucune activité humaine n'est là, c'est la nature en état. Voilà. C'est la nature en état. Normalement, oui. Les forêts classées, oui, parce qu'on fait du reboisement à l'intérieur. C'est dans ces forêts classées les plus dégradées là. C'est là-bas qu'on a fait la route forêt, là, qu'on s'est maintenant comptabilisé. C'est même à des privés maintenant qui viennent faire le reboisement combiné avec la catapulture. Bon, une partie à l'État, sinon c'est le promoteur privé là qui a. C'est lui qui vient investir. Donc, je suppose qu'il doit avoir une entente avec l'État. Vous qui avez l'expérience là, est-ce que j'étais dans un champ de BVA, je vois que les juvéniles, il y a tout sur rangé. Est-ce que la plupart des chaînes par exemple, non. Le problème de l'EVA, c'est que ça a été un mouvement beaucoup plus cadré comparativement au cacao. Hein? L'EVA, je pense que c'est plus que ce. Ils ont une meilleure organisation, et puis très souvent, ils sont orientés sur les plantations, la lettre industrielle. C'est pas qu'il y a une plantation villageoise, mais ils ont été très vigueur dans la mise en place des parcelles. Par contre, la cacaoculture, c'est vraiment l'objet d'exploitation familiale, donc ça ressemble un peu à. Voilà. C'est pas aussi ordonné que quand on est avec donc, on a parlé de trois modes de gestion. Gestion conjointe, gestion communautaire, puis gestion communale. Parce que ça aussi, c'est très important. Voilà pourquoi ce projet n'a pas encore pu connaître un tiers de tu vois, c'est quand même problématique. Et c'est pas comment c'est dans vos différents pays, cette histoire de sécurisation foncière, c'est-à-dire les titres fonciers sur toutes les parcelles. Est-ce que vous avez vu réussir ça au Bénin ou au Togo? Celui-ci là, c'est un vrai problème. Non, c'est un peu. Bon. Je vois que là, lors d'une mission, j'étais à Beauville, à Zopé. Il y a beaucoup de reboisement là-bas. J'ai eu la chance de tomber sur le propriétaire d'une telle parcelle et je lui ai demandé, mais ici, là, vous êtes en environnement, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reboisement. Il m'a carrément répondu que ce que je vois là, ce n'est pas quelque chose d'environnement. Parce que pas que c'est une forêt piège là. Il va se trouver quelqu'un, venir lutter avec toi pour que c'est sa parcelle. Donc, il préfère couper la forêt vierge et faire le reboisement. C'est qu'il y a un propriétaire. Oui, il faut comprendre la motivation des gens. Parce que tant qu'une terre n'est pas sécurisée, c'est très compliqué en fait. Donc, comment on gère ce qu'on appelle forêt? Et très souvent, les paysans entre là-bas, c'est le même problème là. Quand ils sont nombreux à partager, parce que quand on voit les forêts, vous connaissez comment ça se passe en zone rurale. On dit pas limite là. Vous voyez le baobab qui est là-bas, vous voyez le fromager qui est là-bas, c'est ça qui est la limite. Donc, il faut aller vite pour dépasser un peu ce que tu vas porter sur nous. Ça découle très souvent sur les conflits de ça. Non, tout le monde ne s'est pas imposé. C'est participatif. C'est volontaire, c'est déclaratif. Parce que là, quand même, c'est pour chercher à booster un peu l'identification des terres. Parce qu'il faut d'abord les limites entre les terroirs villageois. Moi-même, dans mon village, ça va poser problème entre deux villages basés. Où se trouvent les limites? Non, mais en fait, moi, je pense qu'il y a des réels problèmes de fond. Hein. Les gens ne prennent pas ça à cœur. Mais moi, au village, par exemple, il y a un cas, côté partenaire comme partenaire, parce que c'est le même village. Il y a plus de 10 ans, où je disais à ses parents, de quoi vivant, c'est eux qui connaissaient les limites là, chercher à sécuriser nos terres en matérialisant les limites. Bon, ça, on connaît les limites là, ça, on va faire ça, tout à l'heure. Ils n'ont pas fait. Ils sont tous bons. Actuellement, il y a un seul patriarche qui pourrait connaître ses limites, le gars, il va plus clair. Donc, la jeune génération qui est là, qui connaît vraiment les limites. Donc, là, pour arriver là-bas, au moins, la délimitation, c'est-à-dire les limites entre les différents villages, ils ont pu faire. Maintenant, les terres de chacun des différents villages, c'est déjà un problème. Parce que la jeune génération qui est là, ils n'ont pas vécu au village, ils ne savent pas sur toutes les limites, on demande d'aller maîtriser les limites. Ça, c'est pas un problème qui est là. Voilà un des problèmes de fond dont on ne parle pas suffisamment.
Parce qu'ils ont vu quand ils ont lancé de façon autonome cette histoire-là, ça n'a pas du tout bougé. Donc, ils ont mis en place la plateforme pour que ça aille plus vite. Bon, mais là encore, je trouve qu'il y a encore des choses en place. Ouais. Donc, on donne l'exemple de gestion projet de forêt, la forêt communautaire en aide domestique. Oui. Et qu'est-ce que je dis dans le marché de carbone là? Il suffit d'avoir une terre, une foncière. Oui, il faut une terre. Il faudrait que que la terre accepte aussi, parce que c'est ça qu'on parle. C'est de l'argent que tu vas produire. Si d'abord même le type de produit est habituel, toi-même tu vois que le problème de projet est bizarre. Maintenant, tu vas faire un reboisement pour séquestrer le carbone. Quelle est la superficie? Et puis comment tu dois dimensionner ton projet? Il y a des directions qui sont dédiées à ça. Et ça, quand tu vas dans un tel projet, tu les contactes déjà. Parce que tu sais. Et puis, ces marchés de carbone, on leur canevas. C'est-à-dire les critères qu'il faudrait remplir en termes de mise en place de suivi et d'évaluation. Hein, ça peut être une vraie source d'entrée d'argent. Je pense que si les communautés ou bien les collectivités territoriales avaient des parcelles, elles pouvaient chercher de l'argent de ce domaine. Mais bon, c'est le projet quand même, c'est sûr, cette année. Bon, c'est pas toujours évident. Bon, là, on donne par exemple un exemple, signature de contrat informel entre l'administration et les communautés dépendants de forêt. Plus tard, signature de contrat. Tu vois que c'est un peu comme si les deux gèrent ensemble, mais l'État signe un contrat avec les communautés dépendantes, c'est-à-dire les communautés locales, pour céder la gestion de la forêt en question. Moi, je pense que c'est des trucs qui passent très souvent. Parce que quand c'est ceux-mêmes qui vivent là, qui gèrent leur forêt, c'est des trucs qui prennent très souvent. Voilà. Couverture d'une bonne partie du territoire indien concernant divers types de forêts, depuis des forêts exploitées, instauration des groupements représentatifs des communautés, bon, assurer la protection du éco, voilà. Donc là, c'est pleinement détenu par les communautés, mais on précise que l'État signe un contrat avec ces communautés. Ça, c'est le premier exemple de gestion conjointe. Une autre gestion, forêt communautaire au Mexique. Historique. Stabilisation des régions foncières, reconnaissance, décision, gestion, décentralisation, conditions, couverture, fonctionnement. L'utilisation des ressources est planifiée et régulée par un plan de gestion sous la responsabilité de la communauté. L'État n'a plus qu'une responsabilité limitée qui consiste à certifier la conformité de la légalité. Les forêts communautaires sont consacrées par la signature de conventions administratives. Je pense que ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, où l'État cède toujours. Mais je pense que celui-ci, je vais poser tout à l'heure la question, je ne pense pas que je dois comprendre que les forêts sont exploitées. Hein, c'est beaucoup plus la cession à des exploitants forestiers qui font. Ce n'est pas la communauté locale. Et c'est pas s'il y a des exemples, on va donner forestiers tout à l'heure, s'il y a des exemples de certaines communautés qui se sont constituées et qui sont allées demander telle autorisation. Je ne pense pas. Pour les communautés au Cameroun, historique, bon, couverture, le fonctionnement. L'objectif de l'exploitation repose sur la réalisation d'un aménagement technique. Des décisions de gestion, d'utilisation des ressources forestières incombent entièrement au conseil communal. Les forêts intègrent. Bon, là, on dit qu'il y a un conseil communal qui peut prendre cette responsabilité. Maintenant, Loubou, et puis vous qui êtes là, sérieusement, celui ici, là, c'est quoi? En termes d'exploitation forestière, c'est uniquement réservé aux exploitants forestiers ou bien certaines communautés peuvent avoir accès en faisant une demande auprès de l'État qui va leur céder ça. Est-ce que c'est possible en Côte d'Ivoire? Quelle est la forme d'exploitation que nous avons ici? Allô? Oui. Oui, bon, pour l'exploitation, c'est uniquement les exploitants forestiers. Hein. C'est uniquement les exploitants forestiers. Voilà, maintenant pour les nouvelles donnes, nous sommes en train de, avec le nouveau code forestier, il va y avoir peut-être une certaine forme d'exploitation pour les forêts communautaires. C'est pourquoi nous sommes en train de procéder à l'enregistrement des forêts. Ok, ça marche. Ici, comme il est dit, c'est vraiment l'exploitation forestière. Apparemment, on dirait que ça marche bien avec les forêts communautaires. Parce que je me dis, tant que c'est les communautés elles qui gèrent, c'est tranquille. C'est l'exemple des forêts sacrées dont on parlait.
c'est une forêt qui appartient à toute la communauté. C'est-à-dire chacun se sent propriétaire. Donc, chacun surveille véritablement cette forêt. Au lieu de laisser à quelqu'un qui peut-être ne veut pas de la région, on demande qu'il fasse participer les gens qui sont là, qui ne peuvent pas participer. On voit les gens qui récoltent du gros bois, qui vont vendre. Ils n'ont pas 5 ans. Donc, du coup, tu vois qu'ils ne voient pas d'un bon œil tout ce qui se passe à côté d'eux. Voilà. Donc, voilà pour l'essentiel. Ce que je voulais vous faire voir, le reste, c'est les résultats de l'auto-évaluation. Bon, heureusement qu'il n'a pas bloqué ici. Sinon, l'auto-évaluation est carrément du temps. Est-ce que vous avez regardé fort comme ça? C'est fini. Ok, donc, ce soir ici à les questions, sinon, le cours est fini. On a arrivé. C'est un problème, hein, le cacao là. Il n'y a pas de gens qui veulent mettre en place, il n'y a pas d'accompagnement avec les aides de la nature. La forêt là? Non, non, le cacao là. Oui. Là, ils plantent comme ça sans. Oui, bon, c'est souvent des exportations de la depuis, je dis que c'est fait de façon empirique. C'est pas encadré, aligné comme. Ça fait que même l'entretien est beaucoup plus compliqué en fait. Mais que c'était des trucs bien rangés, bien alignés, on pouvait facilement faire des exploitations. Voilà. Ça va être plus facile à. Voilà. Non, non, non. Voilà.